Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nous recevons celui qui a effectué le plus gros KO de sa carrière, le seul, mais surtout le premier. C'est Ramzan Jambiev. En tout cas, au KSW, il a fait forte impression, accompagné de ses deux coachs, Stéphane Hatchechouffourier et Arnaud Templier. Bonsoir messieurs, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Oh, ne commencez pas à faire les timides. Hein. Alors, on parlera aussi en seconde partie du MMA Grand Prix, bien sûr, qui aura lieu ce week-end, mais surtout du combat historique qui nous est offert par le Français Cyril Gane. Il affronte le GOAT John Jones. On en parlera en troisième partie. Mais avant cela, les news avec Sébastien Love. UAE Warriors, c'est un bilan de 2 victoires pour 2 défaites pour le clan français. Alors on va commencer par les défaites. Souil Tahiri qui combattait pour la ceinture, malheureusement il perd par décision. Un super combat, ils ont fait 5 rounds de 5 minutes, ils se sont mis des downs à chacun leur tour, des échanges magnifiques. La décision va contre Souil. Si ça avait été dans l'autre sens, ça n'aurait pas été du vol non plus. Je ne sais pas si vous avez vu le combat, mais en tout cas, c'était vraiment un très très beau combat. Avant ça, le samedi, il y a eu la défaite de Sofiane Boukichou, qui perd lui également par décision. Et les 3 grosses victoires, gros combat de Yazid Chouchan, qui prenait un 9-0 et qui gagne à l'unanimité. Il a dominé en tous les compartiments du combat. Nora Cornol. Notre Nakmoué qui s'impose très rapidement par TKO contre la Marocaine Sahana Mandar. Donc elle passe à 4 victoires pour une défaite. Nora, bravo à elle. Et elle était coachée par Jean-Michel Fouessard, qui était dans son coin du Marseille Fight Club. Et Laïd Zerouni qui, pour sa 4e apparition au sein de l'organisation, s'impose par KO dans le premier round contre un Sud-Africain, Pupanga Trésor. C'est donc sa 10e victoire en 18 combats. Bravo. Et voilà, des beaux résultats français, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et le Bellator de Dublin aussi ce week-end, ça a été un peu compliqué pour Ça les a été compliqué, notamment pour le poulain de la Hatch Academy, par Joël Quadja, qui perd par décision dans le 2e round. Alors il a combattu quand même un Cador, un adversaire qui était à 7-0, Steven Hill. Bon bah voilà, ça arrive, il va rebondir, on sait que Joël il a un gros potentiel pour ça. Donc on s'en fait pas trop pour lui. Jordan Dorval qui s'incline lui également par TKO, c'était dans le 3e round, toujours contre un invincible Irlandais, Darak Kelly. Et Azael Adjouj qui lui s'impose à la décision contre Liam McCracken qui était invaincu en 3 combats, ce qui fait passer Azael à 5 victoires pour une défaite. C'était un très très beau combat, très grosse guerre. Donc voilà, on a toujours de bons résultats avec nos combattants tricolores. Et le combat le plus attendu du week-end, c'était celui de Ramzan Jambiev et il nous a fait un très très gros KO. C'est notre invité Spotlight. Premier KO de ta carrière, Ramzan, et surtout dans une très grande organisation, c'était un gros test. Comment tu te sens à J+6 ? Ouais, je me sens bien. Hein. C'est vrai ? Soulagé un peu ou pas ? Ouais, bah, la pression, ça fait du bien de la faire partir, tu vois. Ouais, on a senti aussi un soulagement de votre côté, messieurs. Qu'est-ce qu'on ressent là quand on est coach ? Bah écoute, en tout cas, sur cet événement-là, c'était déjà impressionnant parce que KSW, c'est toujours le cas. Après, Ramzan, on le connaît en tant que lutteur. Donc c'était pas facile. En face de lui, on savait qu'il y avait quelqu'un qui était très très costaud au sol. Et il s'est fort bien débrouillé grâce au conseil de son pied-point. Donc, Très bon conseil en plus. Un très beau conseil. Très bon conseil. Il était vraiment appliqué à la lettre. Hein. À la lettre, on peut le dire. À la seconde même. On parle de quel conseil ? Coupe-lui la route, mets-lui des pétards. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Justement, la marge de progression de Ramzan, elle était assez flagrante. Comment vous vous y êtes pris pour le faire progresser aussi vite ? Je suis content, moi, parce que les gens l'attendent sur la lutte. Et il a montré qu'il avait plusieurs cordes à son arc. Et pour les adversaires futurs, ils vont se poser des questions. Comment attaquer, comment prendre Ramzan. Ouais, c'est clair. Parce que là... Il a prouvé que son striking a été percutant sur cet événement et sur ce combat. Alors pour ceux qui ont loupé ce combat, justement, on s'est procuré les images signées RMC Sport. Regardez le replay. Je suis curieux de voir si Delfino a encore beaucoup d'énergie en réserve. C'est d'ailleurs ce que nous dit Nassim sur Twitter. Il nous dit Delfino fatigue déjà, c'est bon pour nous. Oui, en termes de vitesse d'exécution, là on le voit très clairement. Et puis regardez, il se met direct sur le reculoir. Il va prendre un kick, il est KO. C'est terminé. C'est terminé, KO. Incroyable. KO instantané de Ramzan Jambiev. Oh là sur là un là kick. là là. Et il a sauté par-dessus la cage pour aller saluer ses coachs. Quelle performance et quelle victoire
C'était ses débuts Alors- au KSW et il vient d'infliger un KO tonitruant qui Alors pourrait là- lui valoir un bonus de surcroît. Une belle entrée en matière avec la manière. Bravo Ramzan. Et à mon avis, ce n'est que le début. Et Prêt. regardez comment il est masqué ce high kick, c'est magnifique. Enchaînement au point. Donc- Ah, et il se décale sur la Quelle- gauche et Quelle précision. waouh. Bien au niveau de la mâchoire. Non, ça a complètement déconnecté. Extinction des lumières. Belle précision. C'est bien travaillé. Donc les droits qui ont été rachetés par RMC Sport. Donc le KSW, c'est une aventure qu'on va pouvoir suivre maintenant sur leur antenne. C'est plutôt bien au niveau du suivi, même pour Saladin Parnasse qui évolue dans cette organisation. D'ailleurs, il va être sur une très grosse échéance. On va en reparler dans quelques minutes. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est ta progression, surtout entre le dernier 100% Fight et le KSW. Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu un déclic? Ouais, j'ai eu mon déclic. C'est vrai, mais comment il est intervenu? Tu peux nous recontextualiser ce déclic? Hop, j'ai travaillé un peu avec Hatch. Il m'en parlait tout le temps. Ouais, faut que tu travailles ton striking. Donc après avec Arnaud, on a travaillé notre striking et Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais faire que ça et je vais en manger matin, midi et soir? non, moi je suis à l'écoute, tu vois. Donc j'ai dit, je vais écouter parce qu'ils ont plus d'expérience que moi les coachs. Donc ils m'ont dit, on va travailler debout. J'ai travaillé debout avec cet adversaire-là et ça a passé. Ça avait déjà un peu été le cas contre Sofiane Belaïd. Je trouve que tu avais sorti un peu plus de striking que contre. Avant Sofiane, c'était Ben Simon. C'est ça. Et je trouve que déjà contre Sofiane Belaïd, je trouve que. Moi, je m'attendais à ce que tu luttes, et finalement, tu as été à la guerre. Parce que Sofiane, c'est un bagarreur. Hein. Et je trouve que déjà, là, il y avait déjà les prémices de. Ouais, on du arrive à striking. observer cette Ouais. progression dans le temps. Avec Sofiane, c'était un peu. Mon game plan, il avait changé un petit peu. Parce Ouais. que Sofiane, lui, il aimait plus attaquer. Ouais. Tu vois, donc moi, j'attendais qu'il m'attaque. Ouais. Pour que je puisse contrer. Mais il m'a pas attaqué, donc mon game plan, il a changé. Donc je me suis dit, je vais mettre la pression et je vais aller chercher en lui. Tu allais dire quelque chose? Ouais, j'allais dire qu'en fait, suivant les adversaires, c'est un peu différent dans le sens où, quand il prend Michael Ben Simon, ça doit être son premier ou son deuxième combat. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça veut dire qu'on va là où il est maîtrise fort. son sujet. C'est-à-dire, on va directement au contact. Ensuite, avec Belaïd, il fallait un petit peu jauger l'adversaire. Donc là, il tourne un petit peu autour de l'octogone. Et à un moment donné, il va faire ce qu'il sait faire le mieux. C'est-à-dire, il va lutter aussi. Donc là, ça dure un peu plus dans le temps. Là, il a été encadré par Arnaud au niveau du striking. On savait que le gars était très très fort au sol. Donc le but, c'était de rester le plus longtemps, et vous l'avez vu, debout, faire parler un petit peu ce qu'il avait appris avec Arnaud. Et vous avez vu le résultat. Alors, fort au sol, oui, mais il avait aussi, Delfino Murillo, il avait aussi un coach extrêmement renommé au niveau international, qui est André Dida. André Dida qui s'entraîne au shoot au box, qui a été donc le coach de nombreuses stars, comme Vanderlei Silva par exemple. Il a créé sa propre écurie Evolusa au Thaï, et il y a de nombreux combattants UFC qui s'entraînent en son sein. Pour les citer, Bruno Blindado, Bruno Ferreira. Et donc, il y a un très bon striking quand même dans son écurie. Donc, moi, je pense que c'est vraiment vous qui avez été très au-dessus. On a été au-dessus, on a fait un travail en tout cas, une grosse préparation physique, parce qu'avant, on avait Ramzan qui venait au club une fois par jour. Aujourd'hui, il est là quasiment 2 fois par jour. Ouais. Donc c'est pas rien. Donc d'un point de vue physique, ça le met en confiance. Là, on était parti pour se faire une petite guerre sur 3 fois 5 minutes. Ça a duré un round et quelques secondes après. Il a fait le taf et on peut que s'en réjouir. Et vous Maintenant, savez- physiquement, c'est très très lourd ce qu'il fait. Et puis il s'entraîne avec qui vous savez, Fabien Oui, Gata, Saladin Parnasse. C'est clair. Ouais, puis forcément, ça fait. Et ça paye. Ça fait évoluer, ouais. Vous saviez qu'il avait comme coach André Dida, donc c'est quand même André Dida, pour recontextualiser, il a juste combattu Boakao, c'est vraiment l'élite du Muay Thai. Vous saviez qu'il avait ce coach? Non, sincèrement. Non. Sa tête, elle me disait quelque chose. Tu te souviens quand je t'avais dit sa tête, elle me disait quelque chose. Mais... Vous n'étiez pas dans un duel de coach Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Nous, on a notre game plan, on essaie de le suivre à la Ouais, en tout cas, félicitations. Ramzan, pour comprendre un petit peu ton présent, on va parler aussi de ton histoire. J'aimerais qu'on évoque ton parcours qui est très singulier. Tu fais souvent référence à ton père, que tu souhaites rendre fier. Est-ce que c'est ton père qui t'a mis sur cette trajectoire, qui t'a mis dans la lutte, dans le MMA? C'est lui qui t'a incité Ouais, il m'a mis dans la lutte. dans la lutte? Je me suis Il était lutteur aussi? Mon père était un ancien lutteur. Ouais. Et après, Compétiteur? ouais, compétiteur en Russie. Ouais. Et après, il s'est décalé, comme après il y a eu la guerre. Donc son rêve à lui, ça s'est brisé. Donc on est venu ici en France. Parce qu'il était lutteur, compétiteur au moment où la guerre a éclaté? C'est ça, Ah. en 1982, comme ça. Et en plus, il voulait participer au championnat de Russie, mais comme il y a eu la guerre, tout était détruit, toutes les salles étaient détruites, on a été obligé de partir. Donc il avait un très bon niveau national là-bas, c'est ça?
Il était bon, mon père. Et toi, tu as commencé la lutte là-bas? Non, je n'ai pas commencé là-bas, j'ai commencé ici en France. D'accord. J'ai commencé sur la route, de Tchétchénie, Géorgie, Turquie, Norvège, Ah ouais. Belgique, Allemagne, et ensuite je suis venu en France. Ça fait le tour de l'Europe en fait. Ouais, Oui. Incroyable. Et vous vous êtes posé à chaque fois dans toutes ces destinations? c'est ça, c'est ça. Bah, j'ai connu beaucoup les trains et les camions, tu vois. C'est vrai? Donc à chaque fois on restait une semaine, on était obligé de partir, 2 semaines, après on partait. Et c'était jusqu'à ce que vous trouviez une terre d'accueil qui soit fertile pour vous? Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont eu raison de venir en France. Comment ils se sentent aujourd'hui? Est-ce que vous avez trouvé un dénouement heureux par rapport à cette période de votre vie? Bah, au début c'était dur. Au début c'était dur quand on est venu en France. Bah, on dormait 2 semaines dans les cartons. Parce qu'on attendait, comme on n'avait pas de... C'est comme si tu viens dans un pays, tu sais pas qui aller voir, qui demandait de l'aide. Ouais, c'est clair. Donc après mon père il a trouvé des amis tchétchènes. Ensuite avec ces tchétchènes ils ont eu des contacts à droite à gauche. Après on a eu des aides, après on a eu un appartement. Et tout a commencé à Orléans. D'accord. J'étais à Orléans de base. Et ensuite j'ai décalé sur Paris. Ouais, ça te forge un caractère, ça. Hein. Mais c'est ça. On peut pas se rendre compte, je crois, de ce qu'on vit, mais ça te forge, ça te met une carapace de... Mais justement, alors c'est un peu les questions qui vont suivre. C'est un secret pour personne, hein. La lutte, c'est un petit peu dans l'ADN tchétchène. Ça se transmet de génération en génération. Et grâce à des ambassadeurs comme Nurmagomedov, par exemple. Et aujourd'hui, la force tchétchène est crainte de par le monde. C'est ce que j'allais dire. Elle vient d'où, cette force de cette communauté, de ce peuple? Elle vient d'où, en fait, selon toi? Selon moi c'est... De l'adversité, tu penses? C'est notre mentalité, tu vois, c'est notre culture en fait. Et, chacun il a son culture. Nous, chez nous, c'est dès que l'enfant il est né, bah, il doit savoir combattre, il doit savoir se défendre, il doit savoir. Il n'y a pas besoin qu'il soit champion et qu'il fasse du MMA, mais qu'il savent au moins se défendre, tu vois. Bah, donc c'est notre culture. Donc c'est aussi des valeurs, j'imagine, qui C'est sont ça, très c'est fortes nos chez vous? valeurs, c'est vraiment notre culture. Il y a pas de. C'est pas parce que tu as envie ou tu n'as pas envie, même si tu as envie, tu n'as pas envie, tu es obligé de faire de la lutte. Dès le plus jeune âge, tu baignes dedans, quoi. C'est ça. Façonné, c'est un moule et... Ouais, c'est ça. Primaire, vous en faites, C'est ça, la primaire, direct. Nous, on fait du hand. De quoi, de la lutte? De la balle au prisonnier. On fait de la balle au prisonnier. Prisonnier, non. Ou de Non, mais c'est l'élastique. vrai, c'est là que tu vois. Oui, Ouais. moi, j'ai vu dans les écoles primaires, ils font de la lutte, les gamins, C'est les ça. écoles. Il n'y a pas de maternelles, basket, ouais, c'est- foot, c'est direct. Ouais, c'est lutte Ouais, direct. Ouais. c'est notre Mais- sport national, on va dire. Alors c'est marrant, ça me rappelle une anecdote de Issa Issakov qui est combattant au Brave. Lui aussi, tchétchène, il me racontait qu'en fait, quand ils étaient jeunes, donc là-bas en Tchétchénie, les parents les envoyaient dans les montagnes pour chasser les chiens sauvages. Et je lui dis, mais attends, c'est super dangereux. Et là, il me répond, ce sont les enfants tchétchènes qui sont dangereux. Il m'a fait rire parce que je me suis dit, ah oui, c'est une autre perspective. Mais donc, toi, tu gardes un souvenir de cette enfance en Tchétchénie. Quel souvenir tu gardes? T'es nostalgique ou c'était tellement dur que finalement tu es content d'avoir pu émigrer en France? Non, on a passé des bons moments, mais comme des mauvais, même si c'était dur. C'était dur, hein, mais on a passé des très bons moments, les voyages, la difficulté. Et grâce à ça, faut dire honnêtement, bah, ça m'a forgé mentalement. Donc je sais qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je ne peux pas abandonner. Donc il n'y a rien qui me fait peur, parce que j'ai traversé la guerre avec mes parents. Donc, C'est ça. Tu peux tout traverser après ça. après ça, je me dis, j'ai fait le plus dur, donc c'est quoi le problème, la suite? Et là, justement, tu es en train d'embrasser le rêve de ton père. Il veut que tu deviennes sportif professionnel, c'est son ça. rêve? Que je sois champion, moi. Donc il t'entraîne personnellement? Tu t'entraînes avec lui encore aujourd'hui? Voilà, comme il a des problèmes de cœur, bah, mon père il a arrêté le sport. Et bah là, moi, il m'a laissé à Hatch et Arnaud. Donc c'est eux qui doivent Et t'es entre deux bonnes mains. C'est ça. Aujourd'hui, on te voit donc au KSW, mais il faut rappeler que tu as fait tes débuts dans des combats dits clandestins, comment on peut dire ça, des combats de rue, diffusés sur Ibra TV. C'est une chaîne YouTube à succès, une chaîne qui t'a largement popularisé. Comment est-ce qu'on atterrit dans ce type de projet? Ah, je faisais de la lutte. Ouais. Et comme à Orléans, je faisais beaucoup de lutte. Et je m'intéressais un peu dans le MMA. Donc un pote à moi, il m'a dit, bah, comme le MMA n'était pas légalisé, bah, il m'a dit, bah, fais un petit combat chez Ibra TV, tout ça, vois ce que ça donne. Donc il m'a mis en contact, on s'est mis en contact et j'ai fait les combats et ça s'est fait naturellement. Donc tu t'entraînais pas encore chez Hatch à ce Non, je moment-là? m'entraînais pas encore. D'accord. Et on est payé pour ce genre de prestations ou Non, pas c'est du juste tout, pour le kiff? C'était juste pour le kiff. Ah ouais, incroyable. On est payé en abonnés. Ouais. Bah, ceci dit, aujourd'hui, j'imagine que ça t'a ouvert des portes, en fin de compte, d'avoir commencé par là. Grâce à cette chaîne, donc, tu as débuté avec une notoriété de star, mais tu es quand même un débutant en MMA. Est-ce que parfois, tu n'as pas l'impression de ne pas avoir le droit à l'erreur parce que justement, tu es célèbre, entre guillemets, sur les réseaux? On va dire que c'est bien, mais c'est mauvais aussi.
Parce que les gens, ils t'attendent à l'affût. Ouais, tu le Tout ce ressens que ça ils s'attendent à tout. Même si je fais une compétition banale, je vais aller au grappling faire une compétition banale, tout le monde va m'attendre là-dedans. Si je perds, il est nul. Tu vois, Ouais. c'est direct, les gens, ils attendent. J'aurais préféré de commencer de zéro et de monter petit à petit, C'est vrai petit à petit. Ah, c'est la rançon de la gloire. Hein. Quand tu commences à avoir un nom, on t'attend sur tout. Effectivement, Il n'en parle pas, mais c'est quand même une pression de malade. Ouais. Tu as 150 000 personnes derrière toi Mm. qui sont en train de te regarder. Tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est quand même lourd. Ouais, mais justement, on parle de pression. Est-ce que cette pression, elle n'est pas justement atténuée par tout ce que tu as vécu déjà, tout ce que tu expliques? Tu as vécu tellement des trucs durs que même une pression de quelques haters, non, mais tu as Ils envie savent d'avoir passer un des parcours kilomètres. à étapes. En fait, tu as envie d'aller avec Avoir ton le droit temps. à l'erreur, c'est dur à son âge quand même. Ouais, Il est là pour apprendre, mais il a la pression. T'as 23 ans, hein, c'est ça hein C'est ça, 23 ans, je pense que justement, le fait de dire j'ai pas le droit à l'erreur, je pense que c'est pas vrai, tu as le droit à l'erreur. C'est juste ceux qui ne t'aiment pas qui vont considérer que tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais en fait, tout le monde a le droit à l'erreur. Et puis, si un jour tu as une défaite, et alors tu repars de moi, plus je m'en belle. fous, moi, Voilà, défaite, c'est ça. victoire. Donc je pense que tu as tellement un moule, tu es tellement façonné, tu as ce truc, cette force, un peu à l'instar de Al Jarouj. Tu vois, avec ces enfants qui t'ont marqué. Mais qu'est-ce qui peut te faire peur? Comme tu le disais, il n'y a rien qui te fait peur. Donc des mecs qui font ouais, j'ai envie qu'ils perdent, les haters sur Internet. Et... Moi, ceux-là, Arrête. je les écoute pas. Voilà, Moi, c'est ça. moi, Mais c'est t'en as plus des dans- haters, toi Je te mens pas, je calcule pas. Ouais. Parce que moi, j'ai pas du tout l'impression que t'as des haters. Enfin, c'est pas ce qui ressort. Des haters, C'est mon soit, ou des manager gens qui qui me dit, attendent tu que vois. tu Ouais. perdes. Mais comme tout sportif, regarde, il y en a qui attendent que Cyril Gane perde. Oui. Il y en a qui Non, attendent. mais Doumbé, on sait qu'il a des Oui, haters. voilà, Il y a des ouais. profils comme ça un peu clivants. Mais toi, j'ai l'impression que tu fais quand même un peu l'unanimité dans le milieu. Bon, De par tes valeurs, justement. Non mon manager, il me dit, il n'y a pas de négatif. Donc C'est vrai Bon, bah alors voilà. Voilà. Bah voilà. Parfait. Donc aujourd'hui, tu es propulsé en tant que sportif professionnel. Est-ce que tu réalises tout le chemin parcouru des combats clandestins, des combats de rue à sportif professionnel pour une des plus grandes organisations européennes? C'est quand même une sacrée success story. En tout cas, c'est un début de success story. En passant par le 100% fight. Bien sûr. Bien sûr. Signale-le quand Mais même. c'est important de le rappeler. C'est important de le C'est rappeler. important. C'est important. Mais tu réalises le chemin parcouru? ouais, je réalise. Ouais. Et ça te donne confiance en l'avenir? Si je continue à travailler sérieusement, Ouais. si je travaille, ouais. Il n'y a aucun problème. Et déjà, avec si peu de combats, eh bien, on le craint. Déjà, Ramzan Jambiev. Mais c'est marrant parce que la première fois qu'il a combattu au 100% fight, tu m'as dit, je suis arrivé, salut, Hatch, machin, hein, et tu m'as dit, Seb, il y a un gars ce soir, regarde, il s'appelle Jambiev, regarde, tu me diras ce que t'en penses. Et c'était ton premier combat. Donc déjà, tu avais déjà décelé que ce mec-là, ouais, on va faire quelque chose avec lui et il va... Et moi, parce que moi, je connaissais pas Ibra TV. Tout le monde me disait Ibra TV. Je sais pas, je regarde aucune émission ni rien. Et du coup, je savais pas ce que c'était. Moi, je t'ai découvert chez Hatch. Avant, je savais pas ce que c'était. C'est après que j'ai vu que tu avais fait ce combat chez. Non, Et il est déjà, venu, tu avais déjà. Il est venu avec un gros bagage de lutte. De lutte, ouais. Il a fallu le façonner un petit peu, surtout d'un point de vue physique. Parce que je sais que quand il a commencé les cours chez nous, physiquement, c'était pas ça du tout. compliqué, ouais. Ouais. C'est-à-dire À pas- quel pas niveau? la caisse. Niveau Pas la cardio? caisse, Pas la caisse, Niveau ouais. cardio. Donc Ah il avait une caisse de lutteur, forcément, mais la lutte, c'est des rounds de 3. Ouais. Nous, c'est des rounds de 5 et il faut savoir se relever, il faut attaquer, il faut défendre, il faut striker. C'est pas pareil du tout. Et sur les cours d'Arnaud, c'est vrai que sur le Alors, C'était striking, compliqué au début. Ah ouais. Sincèrement, puis il faut dire ce qu'il y a. Il est rentré un peu dans un nid de guêpe, quoi. Il est rentré dans un cours où il y avait il y a Fabakary Diatta, il y avait William Gomis à l'époque, il y avait Saladin Parnasse, il y avait puis même. Seuls les Non, plus mais forts c'est- restent, en ouais, fait. et puis, c'est des personnes qui, en sparring, des fois, sont pas très conciliantes. Donc, il est tout de suite rentré dans le dur. Et au début, c'est vrai que ça a été compliqué. Mais c'est tout à son honneur qu'il n'ait pas lâché. Mais je sais qu'au début, c'était rude, quoi. Voilà, c'était rude. Ah, Non, ça, parce que... ça forge le caractère. Hein. oui, mais Ce non, genre Non, mais d'entraînement. vraiment, c'est à ce point-là, c'est vrai qu'il oui. y avait vraiment beaucoup de monde pour mettre les gants avec lui. Et ça n'a pas toujours été facile. Et il n'a pas lâché, donc c'est bien. Et aujourd'hui, justement, il est craint en Europe. Sur 8 propositions d'adversaires, Delfino a été le seul à avoir accepté. Est-ce qu'avec ce chaos, vous ne craignez pas qu'il ait encore plus de refus? Je m'inquiète un peu aussi. Ouais, c'est vrai. Futurs adversaires. c'est vrai que c'était une galère parce qu'on nous propose différents profils. Il fallait absolument qu'ils combattent parce qu'on s'était engagé avec le KSW. Mais non, 6-7 propositions, il fallait absolument qu'ils combattent. On a eu la proposition, je crois, à J-10 jours peut-être. Ah ouais. 10 jours. Donc on a observé le gars et on s'est dit, vas-y, on y va parce qu'on est prêt, on ne s'est pas préparé pour rien. Mais c'est vrai que pour la suite, on se gratte un peu la tête, savoir Il y avait qui- que des refus. que des refus, ouais.
Ouais. Il y a le problème que maintenant, avec l'impact de son KO, il ne faut pas qu'il nous mette aussi tout de suite des têtes Oui, d'affiche. voilà, Il faut qu'on arrive à driver, à gérer sa carrière, parce que le KSW, les top 5, 6, 7, il n'a pas encore l'expérience requise pour les prendre. Et justement, il l'aura dans peu de temps, mais je ne pense pas qu'il l'a encore. Et on parlait des réseaux. Et les gars, ils regardent les réseaux. Qu'est-ce qu'ils voient? Ça tourne avec Saladin Parnasse du matin au soir. Ouais, c'est ça, ouais. Ça monte des KO pas possibles. Et ça joue, je pense, sur une décision d'un fighter en face. Sur la décision d'un matchmaker aussi, on va lui mettre quelqu'un de fort tout de suite, mais il faut qu'il apprenne le job déjà. Mais alors, est-ce que vous avez justement eu des retours du KSW? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ah bah ça va être très simple, hein. Moi j'ai de bonnes relations avec le boss du KSW, je vais lui dire, on ne prendra pas de mec à 10-0 ou à 10-1, on a besoin de faire monter, comment il s'appelle, Ramzan, et on va étudier chaque profil qui nous sera donné, Ouais. tout simplement. Mais leur ambition, c'est de refaire combattre Ramzan assez rapidement? Ah ouais, bien sûr. Alors Ouais. le problème c'est que c'était une bonne transition, mais le 3 juin, il y a une grosse échéance avec le Coliseum, comme tu l'appelles, avec que les têtes d'affiche du KSW, donc Saladin en fera partie. Par contre, Ramzan combattra certainement après, mais D'accord. Donc les 57 000 spectateurs, c'est pas pour tout de suite. c'est pas On pour va tout de monter suite. les étapes, Ouais, on va monter ouais, les escaliers Et il tranquillement. peut, là, c'est exclu ou par exemple, tu peux le prendre sur un 100% fight? Non, le deal qu'on a avec le KSW, c'est de le faire combattre donc, sur 6 combats, comme ça vous avez les termes du contrat, on a 6 combats sur 2 ans. Ouais. Et sur ces 6 combats, il peut combattre au 100% fight. C'est la négo qu'on a eue avec le Ah, KSW. sur les 6 combats. C'est inclus Non, dans. il y a 6 combats au KSW. Ouais. Ah, en Et plus. pendant ce temps-là, il D'accord. peut combattre On peut au faire une sortie, mais que au 100% fight. D'accord. J'imagine que si vous avez galéré à trouver des mecs au KSW, trouver quelqu'un en France pour affronter Ramzan, ça va être dur aussi. Hein. Trouver quelqu'un en France, ça va être chose très très compliquée, mais on ira taper aux portes européennes. Ouais. Non, Il n'y a vraiment plus le choix. Vous avez été contacté par d'autres organisations que le KSW l'année dernière, avant de signer au KSW? Non, pour être Non. franc avec toi, non. Non. D'accord. Et alors, Mais moi, en même temps, j'étais focus sur le KS D'accord. parce que je voulais absolument le faire rentrer dedans. Maintenant, on a d'excellentes relations aussi avec le Bellator. On aurait pu le faire rentrer au Bellator, même si on n'a pas eu la proposition, mais c'était possible. C'était possible. C'était possible. Et qu'est-ce qui fait que tu étais focus sur le KSW? Pourquoi, pour toi, c'était important qu'il fasse ses armes ici, dans cet orga? Le KSW, on les connaît déjà très bien. Donc on est bien reçu à chaque fois avec Saladin, et faire rentrer un autre membre de la Tcha Academy, c'était la suite logique pour nous. Donc KSW. Mais en dehors des, en dehors des primes qui sont très intéressantes au KSW, quelles sont les motivations? C'est parce que vraiment vous savez Non, que vous allez mais on pouvoir est- construire. Ils ont un cheptel de combattants qui est hyper intéressant. Ouais. Ils ont des lutteurs, des gros lutteurs, ils ont des gros grappleurs, ils ont des strikers. Il y a de tout dans leur division. Moi, je vois Saladin, il a boxé tout type d'adversaires. Il a boxé des très forts au sol comme des très bons strikers. Donc pour sa marge de progression, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut pas. Et à terme, l'objectif c'est d'y passer quelques années ou d'aller vers une autre grande organisation, Ça, moi, je genre sais pas. l'UFC. Non, pour l'instant, 6 combats, on a le temps de voir. On a le temps Ouais. de voir. Le KSW, pour l'instant, ça se passe relativement bien. Et s'il faut taper notre orga, on ira. Mais ça, c'est le choix du combattant qui prime. Saladin, c'est pareil. Hein, quand on échange avec lui, c'est lui qui décide. Hein. Ouais. S'il veut rester au KS, on reste au KS. Si on doit partir, on partira. Non, ça, c'est vraiment une entente avec le fighter. Le D'accord. fighter. Ah, puis ils sont jeunes. Tout le temps, 23 ans Ah oui. pour Ramzan, 24 ans pour 25 ans pour Salah. On a le temps de voir. Ouais. Alors au niveau de l'actualité, il n'a pas eu la prime de la performance, non? T'as pas eu la prime? Si. Si. Il l'a eu, ouais. Ah, félicitations. Cool, c'est Bah, ça, mérité. c'est ce soir que tu nous payes le resto alors. C'est pour ça qu'il a le sourire. Allez, on démarre. Allez, il démarre. Tu vois? Je pensais qu'il allait se tenir, mais là, il démarre. Allez, c'est parti. Ah, 20 minutes, c'est ce qu'il lui a fallu. Qui a posé la question sur la prime de victoire? Merci. Alors, donc l'actualité, c'est qu'on va le retrouver probablement, en tout cas, si tu lui trouves un adversaire, le 18 juin, c'est ça, au 100% Alors, fight? 18 juin, et puis on va peut-être faire une exclue parce qu'il est pas au courant, mais je lui annonce à l'émission, on mettra la ceinture du 100% fight pour Ramzan le 18 juin. Waouh, Parce que je pense super. Non, mais je pense qu'il a bien mérité. Là, il nous a démontré qu'il avait le niveau. Donc voilà. Il y a déjà une idée sur le. Sur l'adversaire, Ouais. Non. Non, pas encore. Bah, Je écoute, sais que regarde. tu l'as, mais tu veux pas le dire. Tu me l'as dit, tu me le diras en off. Alors justement, on a fait un petit highlight de Ramzan au 100% fight. Regardez, c'est spectaculaire. Now
are about to get rough. You can't shrug and pass the buck. You've been waiting around long enough. The moment is here and you better stand up. Et donc, concernant l'actualité de Saladin Parnasse, l'autre prodige de cette écurie, il va y avoir un KSW, donc Coliseum. Ce sera en juin prochain devant 57 000 personnes. Donc, c'est un super stade, l'une des plus grandes échéances de l'année. Donc, on attend ça avec impatience. Ce sera à suivre sur RMC Sport. Il donne également un stage technique. C'est ce dimanche 5 mars. Vous serez d'ailleurs également à ses côtés, je pense, Hatch, Arnaud. Le 5 mars, on sera là. Ce sera donc à la Hatch Academy à Pantin. D'accord. Ça se passera entre 15h et 18h et toutes les infos sur la bio de Salah ou bien sur la Hatch Academy. Donc ça, c'est le 5 mars pour Saladin. J'en profite, Lucie, pour t'annoncer que le 12 mars, ce sera au tour de Ramzan de proposer un stage au même endroit. D'accord. Donc sur 2 semaines d'affilée, on peut avoir toutes les bottes secrètes des champions de la Hatch Academy. Exactement. Vous allez nous livrer quelques secrets de fabrique ou pas? Le travail, Lucie, le travail. Très bien. Donc si vous voulez mettre des KO comme Saladin ou Ramzan, eh bien rendez-vous dimanche 5 mars et le 12 mars. Et le 12 mars, entre 15h et 18h à Pantin, c'est bien ça? C'est exactement ça. Très bien. Ensuite, l'actualité, elle tourne aussi autour de Cédric Doumbé. Cédric Doumbé qui s'est entraîné avec vous à la Hatch Academy. Oui, qui a préparé son combat à la Hatch en MMA, donc les lundis et jeudis avec Boris Johnston. Ouais. Et ça s'est relativement bien passé. Il a tourné avec des bons éléments chez vous? Il a fait son premier entraînement avec Kevin Pecci, donc c'est pas rien. Avec Abou Tunkara, qui au niveau du sol est très très bon. Et je peux vous dire que Cédric Doumbé... il se débrouille bien? C'est pas mal du tout. Ah ouais? Ah ouais. C'est vrai que j'ai beau voir les commentaires sur le réseau, mais il est bon le Cédric. Hein. Donc il faut s'en méfier et je pense qu'avec le temps, il peut être très dangereux. C'est vrai. Ouais, alors, il était content de venir à la Hatch. Hein. Quand on l'a eu ici, il était quand il nous a dit. T'es content quand ça se passe bien, sparring? Hein. Ouais, je vais m'entraîner à la Hatch. Après, moi, je doute pas d'un mec comme ça. C'est un sportif de haut niveau. Et c'est évident qu'il est très exigeant avec lui-même. Qu'il va être bon. Enfin, je veux dire, je comprends même pas les gens qui doutent. Et alors, humainement, le côté trash talker? Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ouais, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que coach? Non, moi, déjà, quand on le connaît pas et tu le vois arriver, le mec, il est hyper humble, tu vois, et il fait son job, point barre. Et ensuite, voilà, il a un rôle à avoir à l'extérieur et il le fait très bien. Et il aime bien envoyer du lourd, il l'envoie et puis voilà. Le trash talking, c'est pas ton truc, toi, Ramzan, hein? Non? Oh, moi, c'est par rapport à mon père. Ouais, non, toi tu veux rester dans le respect. Il n'aime pas ça. C'est vrai? Ton père il n'aime pas? Non, il aime pas les autres. Et toi Arnaud, toi t'aimes bien toi? Non, pas trop. Ah bon? Non, parce qu'en off. Non mais dis-le. Non, il va pas lancer la machine. Cédric Doumbé donc, qui tentera ce week-end de remporter sa 4e victoire de rang. On est peut-être en train d'assister à l'avènement d'une grande histoire. Ce sera donc ce week-end donc à Paris au Zénith. Cette soirée qui sera aussi marquée par le retour des ceintures au MMA GP, notamment avec ce duel très attendu entre Michael Aljarouj et Zoubir Boursa, 2 anciens détenteurs de la ceinture du 100% Fight. Donc là, on va enfin savoir qui est le meilleur. Qui est le meilleur, effectivement, entre Michael Aljarouj, hein, bon, c'est 12 combats, 8 victoires, donc 4 par KO. Bon, on l'a eu ici, Michael, il est très dur, de la Old School Academy. Et puis, Boursa, c'est pareil. Hein, c'est 2 combattants, effectivement, qu'on a beaucoup vu donc, chez toi, hein, qui ont eu la ceinture. Michael, on l'a déjà vu donc, au MMA Grand Prix. C'est le co-main event, ça aurait pu être le main event, parce que c'est vraiment un combat que beaucoup de gens attendent. Et moi en particulier. Après, il y aura Cédric hein, qui prend un Polonais, Pavel Klimazinho, un Polonais qui vient aussi du striking. Alors, prendre Doumbé dans son jardin, ça va être compliqué. Si en plus, tu nous dis qu'au sol, maintenant, il a progressé de façon significative, ça va être assez compliqué. Il y a un combat, moi, que j'attends également, c'est le retour de Araïk Margarian, qui a fait les beaux jours également du 100% et des contenders. Il rencontre Banjangou Sidibé, très bon combattant. Araïk qui s'entraîne maintenant chez Jean-Michel Fouassard au Marseille Fight Club. Il combat à quel poids, Sébastien? Il avait changé de KT, il me semble. Ouais, il a changé, je crois qu'il a baissé de KT. Ouais. Et Araïk, Sambo, très, très gros sol. Sur ses 37 combats, il a 25 victoires, dont 16 par soumission. Et je suis très content de le respiquer, Araïk, c'est un bon copain. On a Soufiane Oudina.
qui va combattre un Suisse que je ne connais pas, Michael Dubois, assez expérimenté, qui a 20 combats. Soufiane également, hein, il a 16 combats. Bon, Soufiane est un peu plus âgé, il a 38 ans. Voilà, ce combat, apparemment, le Suisse, c'est un bagarreur. On l'appelle le bad boy. Nous, on le connaît, on Ouais, moi, je l'ai- l'a vu au KSW. Moi, Assez explosif, non? Je l'avais vu sur une autre orga et au KSW. Ouais, il cherche le coup dur. Ouais, c'est ça, on m'a dit que c'était vraiment le bagarreur. Mais les 2 fois où je l'ai vu, il s'est fait cueillir, il est tombé KO. Ouais, bon, bah voilà. Mais il cherche le coup dur, il cherche à frapper très fort. Et Soufiane qui a une intelligence de combat, donc ça va être une belle opposition entre ce. Après, Dubois, il a quand même pas mal roulé sa bosse sur des organisations internationales. Il a un beau CV quand même. Oui, non, il a beaucoup de combats. Le ouais, il a un beau gagnant de CV. ce combat devrait se diriger vers une potentielle ceinture au MMAGP dans un avenir très proche. C'est ce qui se dit. Ouais. Le gagnant pourrait combattre pour la ceinture. Ouais. Bah, Michael Dubois, donc c'est 20 combats, 12 victoires, 3 par KO, 8 par soumission. Il a également 8 défaites. Donc voilà, il a beaucoup d'expérience, ce garçon. Bruno Loret contre Emerson Silva. Bruno Loret a marqué les esprits au dernier MMA Grand Prix. C'était son premier combat. Il a fait un KO extraordinaire. Mais on va le revoir, ce KO. Eh ben, allez, les Regarde, images. on va le revoir. Morgan Mbolou qui a des frappes extrêmement puissantes. Et ce direct du bras avant, j'ai entendu l'impact dans mes oreilles. Waouh, waouh. Oui, il a saisi. Ah mince. Eh Bien oui. défendu. On sent que Morgan a une... Oh Waouh, wow, wow, wow. qu'est-ce qui s'est passé? Quand on vous dit qu'il n'y a aucune vérité absolue, le MMA c'est ça. Une frappe, un coup, et l'adversaire est au tapis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sport, vraiment, il est imprévisible. Voilà, On a hâte de donc, le revoir. Et c'était son premier combat. Et donc là, il va rencontrer Emerson Silva, qui avait aussi gagné au MMA Grand Prix. Et d'ailleurs, Morgan Bolou, qui se met KO par Bruno, combat également contre Jack Nicolas, un petit jeune moi, que j'ai spiqué au HFC, qui est très très bon. Donc il y a une très belle carte pour ce MMA Grand Prix, ce week-end. Là, Ouais. Mais là, justement, à l'image, je crois qu'on voit Emerson, cette superbe guillotine. Vraiment, j'avais envie de le revoir. Et là, face à un beau client, Bruno Loret, ça va être beau. En tout cas, une belle fight card. L'une des meilleures du MMAGP, je crois. Je pense que c'est la meilleure que le MMA Grand Prix nous propose. Rapidement, il y a Alvin Lovensky contre Fayad Joumoy de la Hatch Academy. On aura Adam Meskini contre Jonathan Hilderald. Il y a un autre pensionnaire de la Hatch Academy, et c'est Cyril Foliadjon qui combat Louis Laurent. Ça aussi, ça va être un combat de guerrier. Hein. Je crois que ça va pas aller. Je crois que le Laurent, c'est un samboïste. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc ça va pas aller Mais au de terme. niveau mondial, C'est très explosif. À mon avis, ça va pas aller au bout, ce combat. Je pense pas. Et puis on aura Florent Burillon, qui avait perdu contre Cédric Doumbé au dernier Grand Prix, contre Fodel Bentayeb du H-Fight. Voilà, très belle carte. Faut venir. Une parfaite mise en bouche pour la nuit qui va suivre, puisque cette nuit va être marquée par l'un des combats historiques du MMA français, puisque Cyril Gane nous offre un troisième combat très important face à John Jones, le GOAT du MMA. Donc c'est parti pour le talk. Après 3 ans d'absence, on ne l'attendait plus et pourtant ça va bien arriver. John Jones est de retour, mais cette fois-ci en poids lourd. Il s'est fixé ce nouveau challenge, ce qui soulève un certain nombre d'interrogations. Il y a pas mal d'inconnus. D'abord parce qu'après 3 ans, on ne sait pas ce qu'il vaut. Aussi parce qu'on ne sait pas ce qu'il vaut à ce poids-là. Ce qui rend le combat assez excitant. À votre avis, messieurs, quel John Jones on va avoir ce week-end? Arnaud. Quel John Jones? J'espère que c'est le John Jones de la grande époque. Hein. Celui qui a affronté Gustafsson, par exemple? Un Français Gustafsson qui a affronté les meilleurs, les Shogun, les Anthony Johnson, si c'est ce John Jones-là, ça va être compliqué. C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses, Seb? Tu penses qu'on va voir quel John Jones là? Mais c'est la grande inconnue. Moi, je sais pas. J'ai été déçu par John Jones de par ses prises, le dopage et tout. Donc, mais ça reste, c'est un combattant incroyable. Après, je crois que mais la réglementation a changé depuis apparemment. Donc, il a été testé positif à un produit qui aujourd'hui est valable. Donc, forcément. Puis ça va faire que ça va évoluer. Ouais, ça va forcément. Mais après, je ne sais pas. Moi, honnêtement. John Jones, si on prend ses combats, si on se réfère à tout ce qu'il a fait avant, il est largement au-dessus. Voilà. Sauf que ça fait 3 ans qu'il n'a pas combattu. On ne sait pas. Alors oui, il passe en lourd. Après, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence, comme on se disait avec Stéphane. Quand il combattait à 93, c'est le jour de la pesée. Le jour du combat, il n'était pas à 93, il était déjà lourd. Autant en striking, montée de catégorie, alors ce qu'on perd en impact, on le récupère en vitesse. Autant en lutte, comment on peut l'analyser ça? Montée de catégorie, c'est pas trop dangereux, les gars? Vous qui êtes des puristes de la lutte?
Non, c'est pas trop dangereux. Quand on maîtrise son sujet, c'est pas dangereux. Et je pense que là, on parle d'un combattant hyper expérimenté. Donc non, on va le voir s'exprimer en striking comme on le verra s'exprimer en lutte. Donc non, à mon avis, c'est pas comme s'il passait du poids léger à un poids intermédiaire, 84 ou 93 kilos. Il passe de 93 à moins de 120 kilos. Il n'y a pas une grosse différence. Moi, je pense que John Jones va... Tu ne me demandes pas mon pronostic, mais je vais te le donner. C'est après. Bon, on va conclure l'émission alors si vous voulez. Non, mais c'est tellement vrai. Non, mais c'est vraiment vrai. En lutte, techniquement parlant, c'est un monstre, il faut dire ce qui est. Alors, c'est un monstre. Techniquement pur parlant, c'est un phénomène. Après, est-ce que c'est pas difficile d'amener au sol des gens beaucoup plus lourds que soi à la base? Enfin, là maintenant, il Cyril monte. Gane est un grand lutteur aussi. Non, là Et puis effectivement. John Jones a C'est ça amené aussi. Cormier Qu'est-ce que tu au sol. penses de sa lutte, Ramzan? Typiquement. Cyril Gane. Oui. Bon, après, Il n'y a pas de lutte, c'est ça? Tu rigoles. Non, mais si je peux me permettre, juste un truc, Ramzan. C'est que lui, le jour du combat, il était à 74 kilos. Son adversaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, il était à au moins 83-84 kilos. Ouais. Donc pour répondre à ta question, c'est très simple. Il l'a amené combien de fois au sol? c'est vrai. Tu comprends? Si tu as le timing, tu as la vitesse, Et la technique. il n'y a pas de souci. Et je pense que Jones, il a tout ça. Il a une fluidité qui est invraisemblable. Parce qu'il a fait de la lutte universitaire, hein, en plus. Donc ça veut dire qu'il a été forgé. Et puis, ouais, dans et la puis comme lutte. je disais, j'ai revu le combat Jones-Cormier il y a 2 jours. Et Cormier qui est niveau olympique, en lutte, mais il n'a pas existé. Il se fait ramener. Ouais, c'est incroyable. T'as pas répondu à la question, Ramzan. Qu'est-ce que tu penses de la lutte de Cyril? moi après, j'ai vu ces combats, j'ai pas vu trop de lutte. Ouais, voilà, c'est ça, on n'a pas vu de... Cyril, tu vois, donc je pense pas. Mais... Alors au niveau striking, parce que du coup c'est là que ça va se jouer, j'imagine, les deux gèrent très très bien la distance. Arnaud, là, du coup, je vais m'adresser à toi. Cyril a moins d'allonge que. Voilà. Bon, après, que Jones. au niveau amplitude, ils sont à peu près pareils ou à peu de choses près. Mais au Moi, niveau je du crois- dynamisme. Moi, je crois au niveau de l'explosivité et de la vitesse de réaction, Cyril Gane, il est à des années-lumière. Il va vraiment le dominer sur le timing, sur le striking en général, il va le dominer. Après, il ne faut pas qu'il fasse l'erreur de trop donner, parce qu'à un moment ou l'autre, il va l'attraper. Ouais, c'est ça. Il est Mais plus, il est plus malin, plus il est vicieux. tellement relâché, il est facile, il va mettre ses front kicks, ses trucs, il repart, il va à gauche, il va à droite. Ça, il sait le faire. Mais là, il va falloir le faire pendant 24 minutes 59 secondes. Pour moi, ça va être vraiment compliqué, le striking. Parce qu'à un moment ou à un autre, parce qu'il cadre quand même, John Jones, il a un bon cadrage. À un moment ou à un autre, il va falloir qu'il ne se fasse pas mettre la main dessus et ça va être dur. Ça va être à celui qui va imposer son rythme Mais sur moi, je vois l'autre. Cyril en striking largement au-dessus de... C'est vrai? Largement. Beaucoup plus intelligent même. Donc ça veut dire que John Jones va tenter de la lutte, a priori, vous y croyez? Parce que c'est ce qui a été un peu déclaré. Même en plus ou moins. grappling, même en grappling, il a un niveau qui est en grandant de prendre. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux à l'UFC. Et le fight IQ dans tout ça? Il a plus d'expérience quand même. Ouais, John Jones, il a boxé, il a rencontré des personnes, c'est des snipers, il a pris lui vraiment. Est-ce que Gane a rencontré le même type de profil d'adversaire? Je pense pas. En fait, il est là le problème, c'est qu'en poids lourd, il y a peu de personnes peu qui vous de- challenge au niveau du striking, au niveau de la gestion de distance, du timing, etc. Il n'a pas eu vraiment de client qui soit son équivalent. Là, il a quelqu'un qui peut lui donner le change. Puis comme j'ai entendu en interview, Francis Ngannou, qui n'est pas le meilleur grappleur au monde et le meilleur lutteur au monde, il l'a quand même verrouillé 15 minutes au sol, 10 minutes au sol. Après, Francis, il est titanesque. Oui, non, il est puissant, mais je parle techniquement parlant, on ne l'attendait pas là-dessus. Alors que Jones a un niveau technique, qui est, pour moi, est invraisemblable. Voilà, après, c'est mon point de vue. Et au niveau mental, parce qu'on dit souvent que le combat, il se gagne avant d'entrer dans la cage. Bah, si je peux m'exprimer là-dessus, moi je pense que Cyril, c'est un... Je ne le connais pas personnellement, mais tu sens que c'est un gentil. C'est un gentil, le gars. Et Jones, lui, ce qu'il véhicule, et on voit sa vie assez dure, et lui c'est la méchanceté à l'état pur. Donc déjà, rien que là, le combat peut se jouer là-dessus. Ouais, ça peut basculer là-dessus. Et c'est un trash talker hors pair. Hein. Il sait comment rentrer dans la tête de ses adversaires en général et générer de la billetterie. Justement, on a sélectionné quelques passages à la conférence de presse. C'est intéressant. Well, I believe that, if I go out there and stand in front of him and let him get into his rhythm, then I'm sure he'd have bad intentions. I won't be lulled to sleep by him of like, oh, I'm just happy to be here. It's just the sport. Life goes on if I win or lose. I feel like I fight from something a little bit different. There's a dog inside of me. It was interesting because during the countdown, his coach was like, for the Tai Tuivasa fight, we focused on bringing out Cyril's dog.
And I don't feel like that's something your coach should have to like teach you about being a dog. Either you have it or you don't. And I know that I'm a dog at the end of the day. I have a dog in me. I have a lion in me. I have a vicious warrior inside of me. It's who I am. And losing is not an option. This is not just a sporting event to me. This is my life. This is my image. This is my legacy. This is me. And my reasons why are really big, you know. My reasons why are really big, and I don't know if his energy matches mine when it comes to the seriousness of how I take this fight in this game. I feel like Ciryl is the most incomplete fighter in the top 5 right now. He has really good striking, and he has really good footwork. But I've watched his fights, you know. He got tired in his last fight against Francis Ngannou. All that fancy footwork, you know, him supposedly being the fastest heavyweight that we've ever seen, all that went away. We all know Ciryl has nice ankle locks. Our team worked extensively in ankle lock defense, reversing them. I just don't see Ciryl being able to handle a guy like me. I just can't see it. I respect him. I work very hard. I know I talk confidently, but I respect him so much. And like every opponent, I give it my all. I just don't see myself losing to a guy like Ciryl Gane. Not getting outworked by Francis. I just can't imagine him outworking me and he couldn't outwork Francis. I just can't see that happening. Alors, il a clairement dit qu'il avait préparé ses défenses de clé de talon. Est-ce que c'est pas de l'intox? Parce qu'on révèle pas forcément la manière dont on s'est préparé pour un combat. C'est de l'intox pour le décourager, à votre avis, de rentrer en clé de talon? Ouais, sincèrement, je sais pas du tout. C'est le droit du trash talking, donc il peut parler de ce qu'il veut. Il parle de la clé de talon. Moi, je pense que ça va jouer sur les amener au sol. Ouais. Toute la différence, elle se fera là. Mais là, c'est ce qu'il dit justement, c'est que Francis Ngannou n'a fait qu'une bouchée de Ciryl Gane, donc pour lui, il ne voit pas comment Ciryl Gane pourrait l'approcher à ce niveau-là, au niveau tactique. Également, il s'est exprimé sur sa condition physique, parce que vraiment, il y a des interrogations entre son passage en light heavyweight et en heavyweight. Regardez ce qu'il nous dit. I feel awesome. I feel awesome. I feel like I move really well. I have great pride in my endurance. I do a lot of endurance training, whether I'm on the row machine or in the pool or on the bike or sparring or heavy mitts, jiu-jitsu, jogging. I work really hard. I feel great. Honestly, I feel like a stronger version of myself. You know, I'm not super lean. I don't have a mean six-pack like I used to. That took me a while to get used to, you know what I mean? Like back in the day, I would judge like my fitness level by the way I looked in the mirror. You know, I'm a heavyweight now. That's why my teammates said, John, you're a heavyweight now. And it's not about what you look like, it's about how you perform. And I feel like I'm performing really well. Ouais. Alors, il explique clairement qu'on ne peut pas s'entraîner plus que lui physiquement. C'est pas possible, en fait, c'est pas humain. Donc, qu'est-ce que vous en pensez là? Il a l'air d'être revenu avec de très mauvaises intentions. C'est une conférence de presse. Il dit ce qu'on a envie d'entendre. Qu'il est prêt, qu'il ne s'est jamais ressenti aussi bien, que même en poids lourd, il est peut-être même mieux que quand il était en lourd léger. C'est normal, c'est de la com. Après, la vérité, ça sera dans la cage. Voilà, je pense. Après, c'est vrai que c'est un mec qui est confiant. Il a toujours été comme ça. Et il a toujours gagné. Donc, Mais il est énigmatique quand même, et très controversé, mais très énigmatique, parce que d'un côté, il y a ce côté très croyant, avec un père qui est prêtre, c'est un bon père de famille, en tout cas, c'est l'image qu'il donne, et pourtant, il a des actions qui sont un petit peu paradoxales par rapport à ses convictions profondes. Pour rappel, hein, il a été destitué quand même juste de son titre UFC 3 fois, interdit de combattre pendant 42 mois, arrêté par la police 3 fois, pris avec de la cocaïne, de l'alcool, il y a eu des violences conjugales. Bon, c'est le genre idéal, quoi. Mais voilà, c'est vraiment paradoxal avec l'éducation qu'il a eue. Je ne sais pas, comment on explique ça, ce côté paradoxal? Bah, il a des fractures, il a des blessures qui je pense, indélébiles. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été abusé sexuellement. Il a perdu sa mère et sa sœur très tôt de maladie. Il l'a dit dans un tweet, d'ailleurs. On va l'afficher, le tweet. Ouais. C'est-à-dire que c'est des choses dont on ne se remet jamais.
Et donc, même s'il il est très croyant, même si il a peut-être une éducation qui a été une très bonne éducation, mais il y a un moment, c'est naturel, ça ressurgit. Quand on a, alors pour parler vulgairement, on a tous un boulet à tirer. Lui, il n'arrive pas à se détacher de ce boulet, et tant qu'il n'y arrivera pas, il y aura cette part de 80% de bon et 20% de mauvais. Et ce 20% de mauvais, il s'en sert, je trouve, à bon escient dans la cage. Après, tous ces problèmes de drogue, machin. Non, mais il fait partie de ces grands champions tels qu'un, je vais aller dans un autre sport, un Maradona qui était un génie, mais qui avait tous ses travers, cette folie. Ouais. Mais souvent, les grands champions, je parle du milieu de la boxe que je connais bien, ils finissent mal, ou ils ont tous des travers, ou des choses qu'ils n'arrivent pas à gérer, quoi. Et ça arrive d'autant plus dans les sports de combat. C'est vrai. Mais c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul champion à avoir eu des problèmes avec la justice, c'est pas le seul à avoir eu des problèmes de drogue. Il y en a énormément dans les sports de combat. Est-ce que c'est pas ça justement qui fait mais qui fait que c'est un génie. Souvent on dit que les génies, ils ont tous des travers ou une part de folie. Et moi, je le mets vraiment dans cette case, quoi, du mec qui est surdoué, mais qui a une part d'ombre qu'il n'arrive pas à gérer. Et où est-ce qu'il n'entretient pas sa névrose aussi pour être bon dans la cage, justement, un peu comme les acteurs. C'est pour ça qu'il s'entraîne plus que les autres, peut-être, parce qu'il est... Par exemple, les acteurs, souvent pour jouer des rôles tristes, pour être performants dans ce rôle, vont se remémorer des scènes de leur vie qui ont été très compliquées, et ils revivent incessamment ces scènes de leur vie, et donc du coup, finalement, ils entretiennent cette douleur, et ils ne souhaitent même pas s'en remettre, en réalité. Mais parce que c'est dans l'adversité qu'ils sont forts. C'est un bel exemple, ouais, peut-être. Alors, c'est une théorie, hein, j'en sais rien, je sais pas de Après, vivre des choses dures comme ça, forcément, t'as un marbre. Hein. Personne ne pourra le casser, à part toi. Toi, Hatch, qu'est-ce que tu en penses? Profil psychologique très ingérable. T'en as des profils comme ça, là, Hatch Academy? Nous, on a pire, nous. Non. Les gens viennent s'entraîner chez nous. On ne s'intéresse pas forcément à ce qui se passe à l'extérieur du club, même si on sait que ça peut être rose pour tout le monde. Mais là, vous prenez, en tout cas, les génies que vous connaissez, comme Saladin Parnasse, par exemple. C'est un bosseur, c'est un besogneux. Et non, lui, d'un point de vue psychologie... tout va bien. Arnaud, tu confirmes? Il a un petit côté antillais, des fois. Les messieurs, je vous propose maintenant de passer au pronostic. Donc, Arnaud, toi, si tu devais miser un peu d'argent, ce serait sur qui? C'est très difficile, parce que c'est du MMA. Hein. J'ai déjà misé. Pour tout dire. Non, mais c'est vrai. Ok, confesse-toi. Mais le cœur dit, parce que je suis très chauvin, on aimerait bien que gagne. Mais moi, je vois pas de solution pour lui, malheureusement. Et je vois John Jones au-dessus. Après, j'espère me tromper, mais pour l'instant, je pense que ça va être compliqué pour Gane. Seb, toi, donc tu nous disais, Cyril Gane pour toi. Je vois Gane, je vois une surprise. Comment tu le verrais gagner? Moi, je le vois gagner par KO. Ah ouais? Ouais. D'accord. Lucky punch ou un truc grâce à la puissance technique, grâce de la catégorie. Et ça va se jouer dans les 2 premières reprises. Ah ouais? Carrément. Toi, t'es précis. On aurait dit une rupture des croisés ou un truc, mais voilà. Toi, Ramzan? Là, t'abuses. Moi... En qui tu crois le plus? Parce que je sais que tu ne paries pas. Je ne pense pas que tu paries. Mais je suis plus pour... Moi, je te mens pas. Moi, après, c'est mon enfance, John Jones. Ouais. Mais Gane, t'as inspiré sportivement? Ça, Gane, je le vois pas dans... Moi, après, comme il a dit Hatch, John Jones, comme ça fait un moment il n'a pas combattu, il y a un moment, tu as une dalle. Tu as la dalle de combattre. Et lui, il est venu... John Jones, je sais qu'il veut remettre son histoire en jeu, tu vois. Donc, il va chercher à mettre la pression, il va le chercher en lutte. Et puis, moi, je suis John Jones. Ouais, j'ai l'impression qu'il est habité aussi par le désir de créer des exploits, d'être extraordinaire. Et quelque part, revenir après 3 ans et revenir en poids lourd, c'est être extraordinaire. Et je pense que c'est un peu ça son drive, non? C'est un peu ses carottes. On a des exemples de retours comme ça qui ont marché après une série. J'en ai pas en tête. Après 3 ans dans les... Il y a Mohamed Ali, on l'avait destitué de son titre mondial parce qu'il ne voulait pas faire l'armée, partir au Vietnam. Exact. Il est resté sans boxer pendant 5 ans. Et il est revenu, il avait fait toutes les guerres avec Smoking Joe, etc. Là. Donc lui, il avait eu 5 ans d'inactivité. Ton pronostic, Hatch, avant de conclure? Écoute, déjà, je vais déjà te parler de Cyril, dans le sens où si le combat, j'ai bien dit si le combat dure 25 minutes, Cyril peut l'emporter. Encore faut-il que le combat puisse durer. Moi, j'y crois pas. Donc, j'annonce une victoire de Jones par soumission. Ah oui, d'accord. Eh bien, c'est varié. Verdict, donc dimanche à l'aube. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci pour ces analyses aiguisées. Et merci à toi, Sam, pour ton sourire habituel.
Ramzan, on te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière et on te retrouve bien très vite. On va suivre ça avec attention. Et on va le retrouver aussi samedi 4 mars à l'Embarcadère. À l'Embarcadère. Il sera coach avec Saladin Parnasse de la team Hatch Academy qui combattra donc ce samedi 4 mars. Waouh, avec des coachs comme ça, l'équipe ne peut pas perdre. Logiquement. Ok. Donc promotion 4 mars, ce sera donc la dernière étape de la Supreme League avant les quarts de finale, c'est ça? Exactement, c'est ça. Le rendez-vous est pris. Merci à tous. Merci à tous, Barry. Merci.